Pour ceux d'entre vous qui ont l'œil vif, vous avez peut-être remarqué un véhicule rouge inhabituel qui se cache à l'arrière-plan de certaines vidéos et photos de Tchernobyl. Il ne s'agit pas d'un camion de pompiers, ni d'un véhicule d'un modèle soviétique. Il s'agit en fait d'un camion Mercedes-Benz qui, à travers une série d'événements malchanceux, a réussi à se retrouver à l'intérieur de l'unité 4 de Tchernobyl lors de l'explosion. C'est l'histoire de la bataille pour sauver le véhicule et le mystère de son destin ultime. Cette histoire a deux débuts de part et d'autre du rideau de fer. Nous nous occuperons d'abord du côté est de la ligne de partage, où nous serons en terrain connu. Comme nous le savons tous, la centrale nucléaire de Tchernobyl était composée de 4 unités en exploitation avant la catastrophe de 1986, lancée de 1979 à 1983. Bien sûr, ces réacteurs sont reliés par les 8 turbines de la salle des turbines, 2 pour chaque réacteur, qui ont toutes été construites par la centrale de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Les unités 1 et 2, lancées en premier, ont été équipées des turbines 565-3000. Ces turbines étaient très nouvelles dans le monde de la production d'énergie, mais se sont avérées être un succès incroyable, à tel point qu'ils ont en fait reçu le prix d'État de l'Ukraine en 1970. Mais ces turbines étaient relativement chères à construire, et pour réduire les coûts autant que possible, l'usine de turbines de Kharkiv a commencé à modifier la structure de la turbine pour réduire la quantité de métal qui la composait. Ces produits, les modèles 1565-3002, n'étaient pas aussi stables structurellement que leurs prédécesseurs et pouvaient commencer à vibrer sur les roulements qui les soutenaient, même en raison de petits changements dans les conditions de fonctionnement. Le moyen le plus simple de résoudre ce problème est de rééquilibrer la turbine pour arrêter les vibrations. Mais cela nécessite de mesurer l'intensité des vibrations dans l'ensemble de la turbine à différents stades de fonctionnement et ne serait qu'une solution temporaire, car l'équilibre de la turbine finirait par glisser une fois de plus. La solution ? L'usine de turbines de Kharkiv a envoyé un groupe de spécialistes dans des laboratoires mobiles à travers l'Union soviétique, visitant ces endroits qui nécessitaient des ajustements de turbines pour s'assurer qu'ils étaient en mesure de corriger ces problèmes. Mais un spécialiste a besoin d'un équipement précis, et pour cela, nous devons nous rendre de Kharkiv, en Ukraine, à l'Allemagne de l'Ouest, où se trouvait le siège social de Mercedes-Benz. Il n'aurait été qu'un autre châssis pour l'entreprise, en particulier de la classe LK. Mais ce véhicule était sur le point de se lancer dans un voyage, pas comme les autres. Le véhicule a été acheté par la société Vibromété en Suisse et un laboratoire mobile capable de mesurer avec précision les vibrations d'une turbine a été monté sur le châssis. À la fin de l'année 1985, ce véhicule a été acheté par l'usine de turbines de Kharkiv pour qu'ils l'utilisent. Pour les spécialistes à l'intérieur, il s'agissait d'un luxe qu'ils n'auraient jamais pu imaginer auparavant. L'accès à un tel équipement occidental se produisait rarement, étant de loin supérieur à tout ce que les soviétiques avaient produit jusqu'alors. Sans parler du coût qu'ils savaient tous que cela devait coûter, et ils ont pris soin de ce camion plus que toute autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant les 4 mois suivants, le véhicule a parcouru l'Union soviétique pour diagnostiquer les problèmes des turbines et s'assurer qu'ils étaient corrigés. Et ce serait la même chose jusqu'au 17 avril. Comme vous pouvez le constater d'après la date, nous approchons de l'arrêt de l'unité 4, qui était prévu à ce moment-là pour le 25 avril. Comme vous le savez peut-être aussi, cet arrêt devait permettre de réparer certains équipements de l'unité 4, y compris les turbines 7 et 8 qui commençaient à souffrir des problèmes de vibration mentionnés précédemment. La centrale hydrolienne de Kharkiv avait déjà aidé Tchernobyl lorsque la turbine 5, qui était reliée au réacteur 3, avait commencé à vibrer. L'ingénieur en chef, Nikolai Fomin, a donc envoyé une lettre à l'usine de turbines de Kharkiv, leur demandant d'envoyer un laboratoire mobile à l'unité 4 afin de mesurer les vibrations et de résoudre le problème. L'usine de turbines a obéi et le laboratoire mobile a été envoyé à l'unité 4 avec un équipage de 4 personnes, Kabanov, Strelkov, Savenkov et Popov. Bien sûr,
Pour atteindre les turbines pour les mesures, elles ne pouvaient pas simplement garer leur véhicule à l'extérieur du bâtiment. Ils l'ont donc conduit dans le hall des turbines à travers un réseau de lignes ferroviaires à l'intérieur du bâtiment, appelé le couloir de transport. La Mercedes était maintenant à l'intérieur du bâtiment et allait devenir témoin de l'apocalypse qui allait bientôt se dérouler. Mais pour l'instant, le camion Mercedes fonctionnait dans le hall des turbines, connecté à une série de capteurs sur les turbines 7 et 8, et surveillant les vibrations des turbines à différentes charges ou la quantité de vapeur circulant dans la turbine. Cela a causé pas mal d'interférences pendant le programme de rodage de la turbine. L'expérience que tout le monde connaît à l'unité 4, car ils essayaient d'effectuer les mesures de vibration en même temps que leur préparation. Hélas, les 4 membres d'équipage de la Mercedes attendaient, analysant les données dans le laboratoire mobile lorsqu'ils ont entendu l'énorme boom de l'extérieur. Nous savons tous de quoi il s'agit. L'explosion à l'intérieur du cœur du réacteur de l'unité 4 qui a déchiré le bâtiment, y compris l'effondrement du toit de la salle des turbines au-dessus de la turbine 7. Et soudain, le camion Mercedes et son équipage se sont retrouvés dans une bataille pour survivre à la catastrophe nucléaire. La priorité absolue de l'équipage de 4 personnes n'était pas de s'échapper du bâtiment, mais de sauver le camion Mercedes de l'enfer. Ils sont donc d'abord sortis pour voir les dégâts, puis sont repartis par le couloir de transport et ont marché tout droit jusqu'au tas de débris. Cela a finalement entraîné la mort de Savenkov et Popov en raison de la forte exposition aux radiations. Pire encore pour ces 2 hommes, leur mort a en fait été dissimulée par le gouvernement soviétique, qui n'a admis que 28 décès dus à l'explosion de 1986. Les 4 hommes sont retournés à la Mercedes et se sont cachés avec leur système d'éclairage et de climatisation intacts, faisant ironiquement du camion l'endroit le plus normal et le plus confortable de toute l'unité 4, et ont verrouillé la porte la plupart du temps. Des gens comme Razin Davletbaev ont rendu visite et ont essayé de convaincre les 4 hommes d'abandonner leur camion, mais ils ont refusé. Puis, ce fut le tour de Piotr Palamutchuk, qui se trouvait dans la salle de contrôle lors de l'explosion, qui leur a au moins dit de chercher Dyatlov. Cela conduit à un échange intéressant entre Kabanov et Dyatlov. Kabanov s'approche de Dyatlov dans la salle de contrôle avec 2 de ses hommes et lui explique qu'ils veulent au moins aider, mais Dyatlov leur a explicitement ordonné de quitter l'unité. Mais Kabanov ne fera jamais cela, et a passé environ 30 secondes à expliquer à Dyatlov à quel point la Mercedes est importante, avec la frustration de Dyatlov face à la nuit qui s'accumulait. Finalement, Dyatlov a craqué. « On sent au diable cette machine. Sortez de l'unité maintenant !» Les 4 hommes sont restés dans le camion pendant un certain temps. Cependant, ils ont inévitablement commencé à présenter les symptômes d'une intoxication par les radiations pointes. Une grande quantité de combustible nucléaire et de graphite s'était écrasée dans le hall des turbines, y compris certains éléments de base qui ont été réduits en poussière. Ceci pleuvait sur le camion, et bien sûr, il y avait un morceau de carburant emmêlé sur des fils reliés à un transformateur à l'extérieur du bâtiment, qui dirigeait un faisceau concentré de radiation dans le bâtiment. L'un après l'autre, le spécialiste de l'usine de turbines de Kharkiv est tombé malade et a dû être évacué du bâtiment. Et maintenant, le camion Mercedes était abandonné dans le hall des turbines. Les feux avaient été éteints et maintenant l'attention se tournait vers le nettoyage des dégâts. Le camion Mercedes, toujours abandonné dans le hall des turbines, s'avérait maintenant une nuisance car il gênait le nettoyage. Le moteur fonctionnait toujours et le véhicule avait encore du carburant, alors certains liquidateurs ont décidé de le déplacer. Pas par la porte latérale bien sûr. Le 25 avril, une tranchée a été creusée à côté de la salle des turbines pour des travaux électriques, de sorte qu'ils auraient bloqué le véhicule s'ils le faisaient. Au lieu de cela, ils l'ont conduit à nouveau dans les couloirs de transport, puis sont ressortis par la porte par laquelle il est entré, de sorte que le véhicule a été laissé garer à côté du bâtiment de production d'hydrogène à quelques dizaines de mètres de l'unité 4 et le tas de débris. Et il y resta quelque temps, simple spectateur des événements. Comme lorsqu'un véhicule Heimer 2 a été envoyé pour couper les conduites d'hydrogène adjacentes au véhicule, afin d'éviter l'accumulation d'hydrogène dans la coque de la turbine.
Le bord extérieur du sarcophage a été installé et la Mercedes est restée à proximité. Ce n'est que lorsque les murs des contreforts du sarcophage ont été soulevés, et avec eux le sol autour de l'unité 4, que la Mercedes est devenue sous la menace d'être enterrée. Au lieu de cela, il a été conduit sur le site industriel à côté de l'unité 4, où il reste caché sur diverses photos. Savinkov et Popov, deux membres de l'équipage du camion Mercedes, ont fini par succomber à l'exposition aux radiations qu'ils ont reçues, respectivement le 21 mai et le 23 juin. Savinkov, dont l'apparence a été complètement détruite par les radiations, donnerait une interview expliquant son état, immortalisé dans le cadre d'une vidéo du ministère de la Défense, racontant comment il s'est rendu au char détruit, s'approchant probablement trop près du combustible nucléaire ou du graphite au sol. Kavanov et Strelkov sont retournés à l'usine de turbines de Kharkiv, mais ils étaient invalides et incapables de travailler à nouveau. Mais qu'en est-il du camion? C'est là que le mystère commence. À l'origine, il était prévu de renommer la Mercedes en l'honneur des deux hommes décédés et de la remettre en service, en visitant l'URSS pour mesurer les turbines P. Mais Strelkov, l'un des occupants, a été informé en 1987 qu'il ne pouvait pas garantir une décontamination complète avec certitude et que le véhicule devait rester dans la zone d'exclusion. Il est toujours là, il n'a jamais été vu dans aucun des cimetières de véhicules. Et étant donné qu'il est resté dans une centrale nucléaire jusqu'à la fin du mois de septembre, alors que beaucoup d'entre eux ont été enterrés, s'il est toujours dans la zone d'exclusion, il est caché sur près de la centrale nucléaire ou perdu dans les forêts de la zone d'exclusion. Mais il existe une théorie alternative basée sur des événements écrits par Pierre-Paul Reed dans le livre « À Blaz », dont Strelkov n'était pas au courant. Selon Reid, les véhicules ont été remorqués par deux véhicules IR-2 par le KGB, qui a affirmé vouloir analyser les mesures de vibration de la turbine pour déterminer la cause de la catastrophe. Cette suppression était très médiatisée. L'un des IR-2 était piloté par le légendaire général Vladimir Pikarlo, qui était sur place à Tchernobyl depuis le 26 avril. Et l'autre par le général Fedor Sherbak, chef de la 6e direction du KGB. Mais c'est très suspect. D'une part, la cause de l'explosion avait effectivement été établie au plus tôt le 28 avril, et le rôle du KGB était de déterminer si le sabotage avait joué un rôle. Étant donné qu'il a été établi que la faille se trouvait dans le réacteur à ce moment-là, et qu'elle était connue depuis plusieurs mois, ce qui bien sûr n'a rien à voir avec la turbine, quelles données aurait-il recueillies? Deuxièmement, pourquoi aurait-il besoin de le remorquer, étant donné qu'il était si loin de la centrale nucléaire à ce moment-là? Il se trouvait déjà sur le site industriel, à plus de 200 mètres de l'unité 4, qui était beaucoup plus sûr qu'à l'origine, et le retirer de l'endroit à partir duquel les données pouvaient déjà être analysées ne servirait qu'à propager la contamination qu'il prétend vouloir éviter. Cela ouvre une possibilité distincte, que la Mercedes ait été volée à Tchernobyl par le KGB, pour une utilisation non divulguée. Gardez à l'esprit qu'il avait un ordinateur très puissant à bord, ainsi qu'une technologie occidentale extrêmement coûteuse et relativement inutilisée, étant donné que la Mercedes avait environ 4 à 6 mois. Quant au véhicule lui-même, qui sait? Il aurait pu être épargné et envoyé dans toute l'Union soviétique à des fins nouvelles et inconnues, ou mis au rebut parce qu'il était inutile à ses nouveaux propriétaires. Dans la bataille entre la catastrophe de Tchernobyl et le camion Mercedes-Benz, deux opposés en termes de technologie, un réacteur nucléaire de plusieurs milliers de tonnes et un véhicule mobile léger. Le véhicule a survécu à la colère de l'enfer pour succomber à l'homme. Qu'il s'agisse d'un refus d'essayer de le sauver ou d'une utilisation néfaste par le KGB, nous ne le saurons jamais. Mais les petits détails et les histoires non racontées vivent chez ceux qui veulent le raconter et préserver l'histoire de ceux qui y sont impliqués. À la mémoire de Vladimir Savinkov et de Georgi Popov.